Et maintenant, place à une discussion entre Maya Dugoud et Dominique Styler. Et je vais les demander tous les deux de se présenter lorsqu'ils montent sur le stade. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravie d'avoir une discussion en bilatéral. On prend bien aisance dans l'espace et c'est pour deux personnes qui travaillent dans une haute école de gestion au niveau du management. On est très agile là et on occupe l'espace. C'est déjà un très bon début et un espace safe pour cette conversation. Je suis ravie de pouvoir avoir cet échange, d'autant plus que c'est la thématique qui a inspiré la rencontre de cette journée. Donc, Dominique, je suis ravie aussi de... Je vais vous présenter quand même rapidement, bien que tout le monde ait les programmes avec les bios, mais votre expérience personnelle vous a bien évidemment mené à des compétences que je dois quand même dire extraordinaires et multiples, qui vous ont amené à repenser complètement l'économie, la concurrence, la performance. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu, déjà au départ, ce concept. Merci beaucoup, Maya. Bonjour à toutes et à tous. Cette idée du concept de paix économique qu'il faut entendre maintenant, vous verrez, c'est un peu plus facile comme culture de paix économique, est apparue avec des collègues, des discussions de collègues dans une école de management, sur un thème assez simple devant un café qui était de dire on en a assez de former des gens à la guerre économique, et si en phase de guerre il y a paix, alors en phase de guerre économique, il doit y avoir paix économique. C'était ça le point de départ, vraiment avec une discussion de café. Mais une discussion de café de deux profs qui se disaient quand est-ce qu'on va enfin donner les bases communes nécessaires à une économie qui joue son rôle, et je reviendrai sur son rôle tout à l'heure, et pas à une économie qui ne joue que sur sa petite porte, celle de faire profit au sens de profiter d'eux. Je vais tout de suite aller à cet endroit-là avec la question du profit ou du bénéfice, parce que souvent quand on dit paix économique, la peur de celui qui dirige, c'est que le profit disparaisse. On est dans une école de management au départ. Donc notre propos, c'est pas de dire qu'il faut faire disparaître l'économie. Au contraire, notre propos, il est comment est-ce qu'on contribue à un tissu économique qui joue pleinement son rôle. Sauf ce qu'on va bouger, c'est quoi son rôle. Dit autrement, du profit, oui, parce que sans profit, l'entreprise ne va pas pouvoir tenir ni se développer, mais du profit, pourquoi faire? L'étymologie de profit, elle vient d'un verbe latin dont l'objet était mettre en action. Donc si le profit, c'est mettre en action, alors l'entreprise profitable, c'est une entreprise qui va pouvoir se mettre en action pour contribuer à quelque chose. Si le profit, à partir du Moyen-Âge, va glisser vers quelque chose qui devient profiter de, c'est plus tout à fait la même chose. Et moi, j'aime bien bénéfice parce que ça se rapproche de bienveillance, puisque dans bénéfice, il y a la même racine que bienveillance, qui est benevolente en latin, faire le bien. Et donc l'idée de la paix économique, c'était vraiment en point de départ de se dire comment est-ce qu'on peut remettre la petite maison, puisqu'économia vient de la bonne gestion de la maison, comment est-ce qu'on peut remettre cette petite maison-là qui est devenue complètement hégémonique. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se fait en dehors de la question financière et économique, que ce soit politique, artistique, sportif. Vous pouvez le regarder sur tous les pans, humanitaires. Tous les pans passent prioritairement par le filtre financier. Comment est-ce qu'on fait pour la descendre de cette table-là et la remettre dans la grande maison qui est le vivant? Dit autrement, comment est-ce qu'on fait pour que l'économie se remette au service du vivant? Et le mot important à cet endroit-là, c'est se remettre au service. Et bien évidemment, le but de l'entreprise dans la paix économique, ce qui sera un début de définition, le but de l'entreprise, c'est quoi? C'est intégrer la cité, renforcer le tissu social et contribuer au bien commun à travers les biens, les services et les richesses que cette économie est capable de générer. Donc il y a une vraie intention d'avoir une économie fonctionnelle, d'avoir une économie de lien. En tout cas, ça va être un point important, puisqu'on est plutôt passé dans une culture dans laquelle le lien s'est complètement décroché, en tout cas dans les cultures occidentales. Et on a encore la chance d'avoir d'autres cultures qui peuvent nous éclairer, si on arrive à descendre nous aussi de notre tabouret pour écouter ces autres cultures.
je peux que confirmer effectivement que les diplômes que les hautes écoles, en particulier de gestion, proposent, elles sont certifiées aussi d'un mouvement social, hein, donc on devrait intégrer. Et j'utilise le conditionnel parce que c'est certes une nécessité. Donc on voit aussi hein, sur le terreau international les ODD, donc développement durable, on a la durabilité sociale qui est une priorité maintenant, on a l'entrepreneuriat social qui gagne en visibilité, mais quoi qu'il en soit, ça reste des voix minoritaires, voire parfois dissidentes. Ces deux notions entre économie et paix qui semblent a priori antagoniques, comment vous les approchez et comment est-ce qu'on peut s'en inspirer? Merci. Alors ça c'est le cœur de la machine nucléaire. Toutes les populations sur notre planète, depuis la nuit des temps, pour vivre ensemble, créent des paradigmes. Un paradigme, c'est quoi? C'est une ontologie, une vision du monde. Pourquoi on a besoin d'une vision du monde? Pour pouvoir mieux agir ensemble plus facilement. Si on a à peu près les mêmes représentations, on pourra mieux interagir. Ce paradigme contient une épistémologie, des connaissances sur lesquelles j'ai fondé ma vision. Et puis cette épistémologie elle va m'envoyer à la chose la plus importante, c'est des modes d'action. Notre problème aujourd'hui, c'est que sur cette planète ne reste presque plus qu'une seule vision du monde, qui est le paradigme économico-politique actuel. C'est-à-dire un paradigme qui dit « je vaux ». Plus je vais haut sur l'échelle ou sur la pyramide, plus je suis autonome et indépendant et plus je possède. C'est un petit peu rapide, mais comme on a 45 minutes, on va y aller vite comme ça. Et donc, à cette question-là, la vraie difficulté, c'est comment on va faire pour tenter de faire bouger le paradigme. Je vais le redire avec mes mots de tout à l'heure, puisque l'autre paradigme, il dit quoi? Il dit, non, je ne vaux pas parce que je possède plus, je vaux parce que je suis en lien. Et ça, on l'a complètement oublié. Et quand je dis « je vaux parce que je suis en lien », ce n'est pas un choix philosophique, c'est un fait. Hannah Arendt disait « nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des êtres en lien ». Philippe Descola, anthropologue français, il ne dit pas « nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres ensemble ». Et Guattari, le philosophe, dit « nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des êtres en groupe ». Quand il dit ça, il n'invente pas un concept. Imaginez que vous ne soyez pas en lien les uns avec les autres, ou que nous ne soyons pas en lien, on n'a rien. Je n'ai pas de micro, je n'ai pas d'habit, je n'ai pas de scène, j'ai rien. Puisque tout seul, je suis incapable de fonctionner. Et ce qui fait la force des humains, c'est d'être en lien dès la naissance. Je fais une petite parenthèse, j'espère ne pas vous perdre avec votre parenthèse, mais pour vous montrer à quel point c'est important, les psychopaléoanthropologues considèrent que l'arrivée de la dépression chez les groupes d'humains nomades dans la préhistoire est une arrivée par la mise en lien. C'est-à-dire que l'être humain qui à l'époque déprime pour une raison majeure, c'est réussir à ralentir le groupe. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que notre paradigme semble nous vouloir dire, qui serait l'homme est un loup pour l'homme, les psychos, je ne sais plus comment je l'ai appelé, anthropo, paléon, quelque chose, eux disent l'inverse, pas du tout. Notre point de départ est un point collaboratif et bienveillant, à l'intérieur du groupe en tout cas. Et être en dépression, c'est envoyer un signal par ma fragilité à l'autre que le lien est fondamental, donc le faire ralentir, puisque ce n'est pas la performance du groupe qui compte, c'est la difficulté de l'individu à l'intérieur de ce groupe-là. Eh bien, dans cette idée de la paix économique, il y a quelque chose de similaire. Si vraiment l'économie a un sens, son objet, c'est bien faire fonctionner la vie de la cité. Je m'amuse des fois avec les étudiants. Je me suis fait un petit slide qui n'a absolument rien d'académique, qui est plutôt didactique, et puis il ne fonctionne que dans des pays occidentaux européens, qui est en trois étapes. Il est de dire, regardez, si on regarde l'étape lointaine, appelons ça la préhistoire, le boulot, c'était passer de survivre à vivre. C'était ça, l'objet. Il fallait que je m'en sorte, il fallait que je réussisse à vivre. La question du profit, à ce moment-là, n'existe pas. Pas de profit, la seule chose, c'est que je reste en vie et que mes proches restent en vie. Puis tout doucement, admettons que ce soit aux alentours du Moyen-Âge, et c'est encore le cas aujourd'hui, on va passer d'un survivre à vivre à un vivre vers un vivre mieux. Et là, la question du profit apparaît. Je pourrais même dire, l'idéologie capitaliste peut apparaître à cet endroit-là. Et c'est pas grave, c'est plutôt bien même. Passer d'un vivre à un vivre mieux, je suis sûr que nous tous dans la salle, il y a eu des tas de moments où on s'est dit j'aimerais bien mieux gagner sa vie, trouver plus de sens, réussir à payer de meilleures études à mes enfants, avoir une plus jolie maison, etc. Tout va bien jusque-là. Sauf quand ce système-là, tout à coup, se met à disjoncter et à dériver de trop, puisque tout à coup, ça ne devient pas un vivre mieux, ça devient un cumuler plus. Et là, on passe donc dans une troisième étape qui est représentée par la paix économique, qui est de dire si c'était survivre à vivre, si c'était
vivre à vivre mieux, c'est passer d'un vivre mieux à vivre ensemble. Et dans la question du paradigme de la paix économique, il y a quelque chose de fondamental, c'est remplacer la vision du monde comme objet d'exploitation vers une vision du monde comme sujet de relation. Encore une fois, pas parce que c'est intellectuel, parce que c'est notre fondement, c'est-à-dire c'est remettre en point central cette dimension de la relation. Je vais le redire parce que pour moi c'est l'élément clé, si vraiment je devais définir en une phrase, passer d'une vision du monde objet d'exploitation à une vision du monde sujet de relation. Et on voit bien qu'un paradigme est puissant, puisque dans toutes nos tentatives actuelles d'aller vers ça, on continue d'être piloté. La preuve, les ODD, tatati, tatata, quand elles sont utilisées, la plupart du temps, c'est comme si on mettait un petit peu de sucre sur le gâteau pour que ce soit sympa, mais dès qu'il commence à y avoir tempête, on enlève le sucre, on revient sur les chiffres, les KPI, la performance, etc. Ça, c'est pas bon, parce que le prioritaire, c'est quoi ? C'est réussir à vivre ensemble, c'est-à-dire avoir une structure économique qui tienne, et qui tienne pour tous, pas qui tienne pour quelques-uns. Du coup, je vais revenir avec des chiffres. Donc en Suisse, on a qui crée l'attention pour rentrer vraiment. Donc on discute de large et puis on va rentrer vers l'individu parce que c'est le sujet aussi de la journée. Donc on va manquer pour l'horizon 2030 de 500 000 spécialistes. 2030, il va manquer 120 000 spécialistes cette fois, mais dans ce qui est métier de la digitalisation. Donc ça veut dire que c'est dans 5 ans. Donc il faut commencer les études aujourd'hui dans ce domaine-là pour trouver demain un emploi, pour être bien payé, puisque ce qui est rare est plus cher. Mais une autre réalité, c'est que dans ces domaines-là, aujourd'hui, on a une pression de performance sur le peu d'individus aptes à répondre à ce besoin. Donc pourquoi et comment investir dans le lien, dans l'individu ? Comment centrer sur l'humain l'ensemble de cette économie, au-delà de cette performance, ou redéfinir cette performance. L'inclusion, évidemment, c'est une voie. Avec votre expérience, tant dans ces domaines de force et de structure tels que l'armée, puisqu'il a fait l'armée en tant que pilote, mais en plus en tant que coach dans des domaines de performance olympique, donc en tant que coach d'équipe olympique. Donc, comment est-ce qu'on redéfinit maintenant cette performance en remettant bien évidemment l'individu au centre et surtout l'inclusion, pas juste avec le sucre, mais vraiment concrètement. Donc, en 2 minutes. Mais bien sûr, non, on a un petit peu plus de temps que ça, mais quelques pistes en tout cas. Ok, quelques pistes. Il y a plein de façons d'y entrer. Il y a une façon que je vais mettre temporelle. Ce qu'on a décidé, nous, puisqu'on n'est là que sur un temps particulier, c'était de se dire, on va travailler avec les entreprises. Je vais appeler ça le court terme. Oui. Il y a un travail à faire avec les gens comme nous qui sommes en entreprise, qui sommes dans des postes particuliers, et où met ce travail, puisque je finis par être agacé, puisque les entreprises, vous savez, tôt ou tard, elles vous disent, oui, mais il faut que ce soit pragmatique. C'est-à-dire, si on pouvait faire le séminaire seulement en 2 heures au lieu de 3 jours, et puis le samedi matin, et puis si en plus vous pouviez nous laisser un petit livret, voir un truc sur Moodle ou je sais pas quoi, ça serait bien réglé, etc. C'est-à-dire que ce qui vous aura demandé 30 ans pour tenter de le comprendre, on vous demande de le régler en 2 heures le samedi matin. Donc il y a un travail à faire sur le court terme pour faire entendre que mes comportements sont la conséquence de mes représentations du monde. Et que si je ne touche pas à mes représentations du monde, une des petites définitions qu'on avait faites de la paix économique, c'était de dire c'est à balancier la paix économique entre 2 choses fondamentales. La dimension pragmatique, aucun intérêt d'aller vers la paix économique si l'objet, ce n'est pas de transformer pragmatiquement dans les entreprises. Mais pour que ce pragmatisme se mette en place, je vais avoir besoin d'un regard beaucoup plus large, y compris philosophique, anthropologique, théologique, en tout cas tout ce qui fait que nous sommes une communauté à un moment donné et qui regroupe tous ces éléments-là. Donc ça, c'est le court terme. Ensuite, il y a le moyen terme, nos étudiants. Comment fait-on pour aujourd'hui avoir une chance de former différemment ceux qui vont devenir les futurs leaders ? Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles de management, dont nous sommes, ma vision, qui peut-être va vous paraître pessimiste, c'est qu'on continue de former de la même manière qu'on a formé dans les 30 dernières années. Et si on continue de former de la même manière, on aura toujours la même cause, mêmes effets.
Et on peut le tourner comme on veut. On peut jouer de la flûte, excusez-moi, comme on veut dans les annonces de marketing, etc. Pour l'instant, on forme de la même manière. Il y a des tentatives. Je ne dis pas que mes collègues ou moi racontons toujours des histoires. Il y a plein de gens qui tentent des choses. Mais quand vous êtes ou quand vous faites partie des résistants qui tentent des choses, c'est-à-dire que tant que c'est le jour de mettre du sucre, on vous le laisse le mettre. Moi, j'avais tendance à me voir de deux manières dans cette école que je viens de quitter. Soit comme celui au nez rouge, qu'on agitait de temps en temps en disant « Regardez, on est quand même vachement bien, on a un gars qui fait un truc sur la paix. » Donc ça, c'est super. Certes, on fait de la finance des marchés, mais on fait la paix quand même. Soit au nez rouge, soit l'ancien militaire que je suis se disait « En fait, je suis juste un infiltré. » Et c'est pas facile, vraiment pas facile d'être un infiltré, parce que de l'intérieur, vous prenez des coups, puisque vous êtes en train de raconter quelque chose qui est à contre-courant, et de l'extérieur, vous prenez des coups aussi, parce que certains vous regardent comme faisant partie de ceux qui forment les futurs leaders sur le mauvais modèle. Donc, le deuxième étape, c'est tout ce format universitaire, tout champ académique confondu, que je forme un médecin, que je forme un juriste, que je forme un manager, peu importe. C'est quel type de leader je vais former. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est pas suffisant. Il y a 2 ans, dans notre concours d'entrée, les candidats finissent par interviewer un des membres du jury. Ce jeune candidat qui a 19 ans m'interviewe et démarre en me disant qu'est-ce que vous faites ? Et je lui dis je dirige la chaire UNESCO pour une culture de paix économique. Et là, il fait ouh là là, ça doit être utopiste. C'est pas un jugement que je porte sur lui. C'est si lui à 19 ans conclut qu'un travail sur la paix économique c'est utopiste, ça veut dire que le formatage néolibéral avant a déjà été super puissant. Donc nous, on s'est dit quoi ? On s'est dit donc il faut qu'on travaille avec les lycées, même si notre direction générale ne voulait pas. Donc il faut qu'on travaille avec les collèges. Donc on est en train de travailler actuellement avec une grosse société française qui travaille sur des crèches et qui pose la question de comment, entre l'âge des 0 et 3 ans, on peut transférer vers les enfants des comportements prosociaux plus efficacement pour éviter qu'à 18 ans, ils aient l'impression que la paix, ce soit utopiste. Et du coup, on est en train de se dire, oui, mais si on travaille avec les enfants de 0 et 3 ans, peut-être qu'il faut s'intéresser à c'est quoi un couple. Tout doucement, on est en train de glisser sur alors c'est quoi l'amour ? Et je ne plaisante pas, parce que toutes ces questions-là sont complètement teintées de notre paradigme. C'est-à-dire si je regarde aujourd'hui et si je vous pose la question de c'est quoi l'amour, je peux vous assurer qu'on va avoir des réponses qui vont correspondre à un modèle économique. Tôt ou tard, elles vont être teintées de quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment un travail à tous ces niveaux-là. Et dans cette question paradigmatique, il y a un point que je ne voulais pas oublier, c'est pour ça que je vous prends la main en essayant de conserver le micro autant que je peux. Je suis en train de le perdre. J'essaye de manifester. Donc il y a toute la question de l'éducation. Je ne l'ai plus, ça reviendra, c'est pas grave, allez-y. Alors, j'aimais beaucoup l'engagement sur les générations. Oui. Donc il y a une étude faite par Pro Mente Sana, c'est une fondation-association en Suisse qui a analysé les générations. Quelle est leur préoccupation dans le futur, dans le travail, en particulier pour le monde du travail au sens large. Donc à 53%, pour la génération Z, la préoccupation est la santé mentale, ce qui est vraiment un bon signe. Pour les millennials, les 10%, et pour les baby boomers, 5%. Donc ce regard critique envers l'éducation que l'on a donnée jusqu'au rôle de chacun et chacune, pas seulement comme tenancier ou tenancière d'une entreprise, mais également comme consommateur ou consommatrice, eh bien, il va dans ce sens-là aussi, de dire, voilà, il y a des priorités qui n'ont pas forcément changé, mais qui sont plus explicites et plus vindicatrices d'une, pas seulement bienveillance, mais d'une bien-action, encore plus loin, pour le changement. Donc maintenant, il nous reste à peu près encore 5 minutes dans un échange bilatéral. On reviendra après vers vous pour vous donner la parole et pour nourrir cette discussion. Que peut-on conseiller à ces voix qui portent la future génération, qui répondent à ce besoin de lien, ce besoin de sens, on l'a aussi entendu par la direction de l'affaire, que peut-on leur recommander comme première étape ? Où se renseigner, que faire ? Vous me redites la fin si jamais je la perds sur le Très que bien, faire exactement. Je vais revenir à mon histoire de paradigme pour répondre à ça. Très bien. En fait, il y a quelques semaines, la ministre de l'Éducation française a annoncé qu'il était important
qu'on forme les enfants dès l'école maternelle à travailler sur leur futur projet professionnel. Ça contient le paradigme actuel. C'est-à-dire de vouloir faire croire à une personne qu'elle est capable aujourd'hui de se projeter dans un futur qu'elle ne connaît pas, avec une spécificité, une technique, un projet professionnel, des matières, vous imaginez à 3-4 ans ce que vous pouvez imaginer des matières qui vont sortir, pour tenter de viser quelque chose. Ce modèle-là, c'est le modèle helléniste de la performance qui marche plutôt bien. Ce n'est pas une critique de sa performance, qui est que vous, comme moi, quand on a un problème, on identifie un delta entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait. Généralement, à partir de ce delta, on se projette dans le futur. Là, on donne une forme à notre futur souhaité, admettons un carré. On fait un rétro-planning, et puis à chaque fois qu'on s'arrête au rétro-planning, on pose ce qu'on va devoir atteindre. Ça marche pas trop mal, sauf que généralement, ça bloque toute information sur mon parcours qui viendrait me permettre d'évoluer différemment. Ce qu'en français, on a fini par après appeler circonstances. Les circonstances, c'est quoi? C'est ce qui est à l'extérieur de mon cercle prévu. Et comme mon cercle prévu, il a dit que je devais devenir médecin, si entre aujourd'hui et le moment où je serai médecin, il se passe des choses qui me font découvrir la vie différemment, je vais être pris. Puisque dans notre culture, une fois que j'ai dit que j'allais faire quelque chose, j'ai intérêt à le tenir. Sinon, je ne suis pas très consistant. L'autre modèle, ou l'autre façon de voir le monde, qui n'est pas forcément meilleure, qui est juste différente, avec laquelle on peut combiner, c'est de ne pas poser la question à un enfant « dis-moi ce que tu veux devenir », mais de lui poser la question « dis-moi à quoi tu veux contribuer », ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il y a un excellent anthropologue qui a sorti un gros livre qui s'appelle « Attachement », qui me permet de revenir au lien, qui montre comment le monde occidental a tendance à tenir ses bébés face à lui. Quand un occidental prend son bébé, il va jouer sur deux sens principaux, le regard et l'audition et la parole. Ça va donner dans le monde occidental des gens qui sont plus vite autonomes, généralement, plus vite indépendants mais avec une vision individualiste beaucoup plus grande. On a fini par croire que c'était le seul modèle. Dans beaucoup d'autres cultures, les deux sens qui sont favorisés, c'est le toucher, parce que le bébé est dans le dos, et l'odorat. Et quand le bébé est descendu, il n'est pas mis face à vous, il est mis à côté. Et il n'est pas « dis-moi qui tu veux devenir », il est « dis-moi comment tu vas contribuer à la communauté ». Et là, on a un axe majeur, à mon avis, pour notre système éducatif, puisque cette question du lien, elle est une question, je vais peut-être vous bousculer en le disant comme ça, je vais la ramener avec la question du sens, mais vous verrez pourquoi le sens dans le lien. Ça fait 25 ans qu'on parle du sens en entreprise, et à chaque fois qu'on en parle d'un point de vue individuel. Chacun d'entre nous doit trouver le sens qu'il a, ou le sens qu'il met à son travail. Mais en fait, je vous défie encore pendant 50 ans ou 75 ans, trouvez votre sens individuel. Puisqu'en fait, les êtres en lien que nous sommes ne trouvent pas du sens à l'intérieur d'eux-mêmes, ils trouvent du sens à être en lien et contribuer avec les autres. Ce qui a fini par me faire dire dans cette question de la paix économique, je ne trouve pas du sens parce que j'ai compris ce qui était bon pour moi, je trouve du sens parce que je suis content le lundi matin de savoir que je vais travailler avec Maya, parce que Maya et moi, nous allons créer quelque chose de plus grand que nous deux. Et le plus grand que nous deux, c'est peut-être juste ça. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment fondamental. Et regardez comment ça a disparu. Je suis désolé, je saute un peu à beaucoup de choses, mais l'année dernière, je suis allé en vacances dans les Pouilles, en Italie. Et il y a quelque chose qui m'a fait un bien incroyable. Parce que j'ai retrouvé quelque chose de mon enfance en Moselle, en France, qui était que tous les soirs à 18h, quand il fait beau, les personnes âgées sortent les chaises et les bancs pour discuter. Elles font quoi? Une fois qu'il fait plus trop chaud, elles se remettent en lien. Que vivent nos personnes âgées ici? La solitude. Et la question de la santé mentale, si je vais sur le 3e ou le 4e image, il est fondamentalement une problématique de solitude. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus du tout l'habitude d'être en lien. Et elles peuvent souffrir de solitude tout en ne voulant pas se mettre en lien. Ce qui nous a fait dire dans la paix économique que nous n'avons pas d'autre choix que de faire allégeance au collectif. Nous n'avons pas d'autre choix, si je veux trouver du sens, que de comprendre dans quel lieu je vais le mieux contribuer. Et imaginez maintenant d'un point de vue éducatif ce que ça veut dire, puisque notre modèle éducatif, il fait quoi? Il n'évalue pas ça, il évalue là où je suis performant. Je peux vous assurer que ce n'est pas parce que je suis bon en maths que j'ai envie de devenir chercheur en mathématiques. Je peux être bon en maths et avoir envie de devenir instituteur ou peintre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc dans ce modèle et dans cette évolution, une fois que j'ai donné la dimension temporelle, la réalité de la vie, elle est réellement autour de cette question de la bascule de paradigme. Et puis je vais prendre un point qui me tient à cœur et je ne voudrais pas le rater avant de partir. C'est sur la question du fragile.
c'est vraiment comment on va redonner un élan à qu'est-ce que c'est que d'être vivant ensemble. Et je vais revenir au porte-avions juste après pour ne pas l'oublier. En 2 minutes. En 2 minutes. Pourquoi j'ai parlé du fragile? Parce que dans la question centrale du paradigme actuel économique, la question de la performance est présente. Et derrière la question de la performance, je vais prendre un autre mot que vous entendez souvent, c'est la question de l'exemplarité. Mon pari, c'est qu'à chaque fois que vous entendez exemplarité, vous entendez Dieu. C'est-à-dire, on vous dit qu'il faut être exemplaire, ou il n'a pas été exemplaire, etc. Exemplare en latin, autre nom donné à Dieu. Si être exemplaire, c'est être Dieu, je ne vais rien vous apprendre, c'est foutu. Vous n'arriverez jamais à être exemplaire. Par contre, si être exemplaire, c'est reconnaître que chacun d'entre nous possède en lui-même l'ensemble humanité, Montaigne, c'est reconnaître que nous sommes constitués de nos puissances, ce que nous sommes capables de faire, de notre force, de notre lumière, de nos connaissances, et nous sommes constitués de nos parts fragiles et de nos parts vulnérables, jusqu'à la mort. Et que ça me constitue. Et ce n'est pas quelque chose de malheureux que d'avoir cette part fragile, c'est moi. Le moi, pilote de chasse, sportif de niveau, etc., ne se met jamais à parler de la paix s'il n'a pas en lui une part d'angoisse, une part de tension, une part de fragile. Et s'il ne comprend pas à un moment donné qu'être exemplaire, ça va être capable de regarder l'autre alors que je suis son manager en lui disant « il faut absolument que tu m'aides, là je ne sais pas, je ne maîtrise pas, c'est toi qui as la technique ». C'est cette part fragile qui va me permettre cette dimension-là. Et dans notre paradigme économique, elle n'est pas là. Si elle est éventuellement là, encore une fois, c'est vachement sympa d'amener le gars au nez rouge sur scène une fois de temps en temps quand il y a la grand-messe annuelle en disant « regardez, c'est super, il était pilote, il parle de la fragilité, wow, c'est top ». Sauf que ce n'est pas ça, la réalité du quotidien. La réalité du quotidien, c'est comment je fais quand je suis un patron qui a une petite usine avec une trentaine d'ouvriers, comment je fais pour leur faire entendre que le petit bonhomme que je viens de mettre dans les plots, qui est un bonhomme qui est rouge vers les pieds et vert vers la tête avec un curseur et que je leur dis tiens, les matins, peut-être que maintenant vous pourriez bouger le curseur pour annoncer aux autres où vous en êtes. Et qu'au début, ça ne marche pas. Et que donc, j'appelle le fabuleux professeur en disant non, mais ça ne marche pas. Et le professeur dit oui, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre. Ça aussi, c'est un autre challenge pour notre culture économique. Attendre. Waouh. Ouais, parce qu'une fleur, si je tire sur la tige pour qu'elle pousse plus vite, normalement, la tige va casser. La tige va casser, c'est quoi? C'est burn-out, c'est suicide, c'est dépression, etc. Pour terminer mon anecdote sur les petits curseurs, au bout de 6 mois, je vais l'appeler Marcel. Marcel, un jour, qui était à 2 doigts de craquer, parce que bien sûr, il n'a bougé le curseur que quand sa capacité à agir était au bout, et il a monté le curseur dans le rouge. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé quand il l'a monté dans le rouge? Est-ce qu'il s'est passé la projection de peur de tout le monde depuis 6 mois? Si je commence à dire que je vais mal, alors je vais être jugé de non-performant? Eh bien non. Quand il a monté le curseur dans le rouge, ses collègues sont venus me voir immédiatement en disant « mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ?» Et à partir du premier Marcel qui a levé le curseur, les autres se sont mis à bouger les curseurs de jour en jour. Et les matins démarraient avec quelque chose qui devenait de plus en plus en lien pour savoir comment les uns et les autres allaient, jusqu'à en arriver à prêter un scooter parce que le gars avait perdu son permis de conduire et qu'il fallait qu'il aille chercher son gamin à l'école, etc. C'est-à-dire quoi, vu de notre chaise? Une économie qui se remet en place. Une économie qui, cette fois-ci, revient dans le lien. Je peux dire en un mot l'histoire du porte-avions? Parce qu'elle viendra conclure ça. Un mot. Challenge accepté. Je vous défie de maîtriser votre performance. C'est impossible. La performance arrive de surcroît dans n'importe quelle situation. Que vous soyez sportif de haut niveau, pilote de chasse sur porte-avions, ce que vous voulez, ou chef d'entreprise. Alors que nous avons créé une culture qui nous fait croire que nos KPI vont nous permettre de maîtriser la performance. C'est faux. Les KPI, leur objet, c'est vous permettre de vous assurer que les actes que vous mettez en place vont dans le bon sens. Malheureusement, rapidement, quand on se met à poser des éléments de contrôle, on finit par pouvoir contrôler, par vouloir contrôler l'élément de contrôle. Et en contrôlant l'élément de contrôle, on dégrade la santé mentale parce qu'on commence à mettre des contraintes sur les personnes qu'elles ne pourront jamais contrôler. Puisque c'est quoi une performance? C'est en fait la conclusion, c'est le byproduct d'un acte bien fait. Si je fais bien ce que je fais, le porte-avions, c'est quoi? C'est, mon gars, tu vas devoir te poser là-dessus. C'est très loin, c'est tout petit et ça bouge beaucoup. Ça, c'est ton but. Traduisez-le dans l'entreprise. Deuxième info, ce but, il va falloir que tu l'oublies, parce que si tu focalises sur lui, tu vas avoir la trouille, tellement c'est petit, tellement c'est difficilement atteignable.
Deuxièmement, si tu focalises sur lui, tu vas commencer à plonger pour le regarder et tu vas avoir tes yeux qui ne feront que regarder le danger. Traduisez-le dans l'entreprise. Hein. Si je vous mets un but et que je vous focalise sur le but et que je vous dis tous les jours ne mettez pas en train d'atteindre ton truc là, et une fois que j'ai focalisé sur le danger, qu'est-ce qui se passe? Mon stress augmente, ma tension augmente, mes angoisses augmentent. Et donc, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je ne peux pas faire ce que j'ai appris à bien faire. Si maintenant je reviens au point de départ et que je focalise les gens sur, et là on va être très concret, bien faire ce que tu sais faire, et qu'à chaque fois qu'ils sortent de cette case de bien faire ce que je sais faire, que je sois PDG ou que je sois ouvrier, si je fais bien ce que je sais faire, et si j'ai correctement placé mes objectifs, alors je verrai ces indicateurs que sont mes objectifs bouger vers le vert. Et si mes objectifs bougent vers le vert, alors je vais dire à la fin, ah, tiens, voilà ce que j'ai obtenu. Et ça a intégré les circonstances, c'est-à-dire que ça colle à la réalité, puisque j'ai réussi au mieux à intégrer tout ce qui se passait dans l'instant. Merci beaucoup pour cette illustration. Elle valait la peine. Pour rappel aussi, c'est vrai que la Journée internationale de 2023 a adressé spécifiquement le sujet de la performance. Et là, on avait aussi quelques speakers spécialistes sur ce sujet-là. Donc, c'est vrai que la chose est récurrente et puis d'intérêt commun et multiple. Mais on avait envie aussi de vous offrir l'opportunité de poser les questions. Tout simplement. Vous aimez bien le oui mais dans ce que vous avez entendu. Donc, il y a des concepts effectivement qui s'opposent a priori, si ce n'est dans leur pratique, dans leur lexique ou dans leur systémique. Donc, est-ce que vous avez un oui mais urgent et brûlant à faire tourner dans la ronde? Les oui mais, c'est vraiment, par rapport à ce que j'ai pu raconter, tout ce qui vous a traversé l'esprit qui disait non mais c'est utopiste. Non, mais on n'y arrivera jamais. Non, mais c'est pas possible. Non, mais par où on démarre, etc., etc. Puis pendant que le micro vous arrive, je vous lis une petite phrase d'un poète arabe que j'aime beaucoup. Nous serons un peuple si nous le voulons. Juste une seconde. Si vous avez des questions, levez la main, s'il vous plaît. Ah oui. Et puis comme ça, je me dirige vers vous déjà. Très bien, merci. Nous serons un peuple si nous le voulons, lorsque nous saurons que nous ne sommes pas des anges et que le mal n'est pas l'apanage des autres. Ça, dans la question de la paix économique, c'est fondamental. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire, c'est pas de dire qu'ici, nous sommes les gentils qui ont compris comment ça marche. C'est qu'ici, nous sommes des êtres humains qui sont capables de toute la face grise et très noire qu'il y a du côté de notre fragilité. Et si je me mets à croire que les autres sont l'ennemi, je donne la main au monsieur avec cette phrase de Desproges, l'ennemi est bête, il croit que c'est moi l'ennemi, alors que c'est lui. Alors, je crois qu'il y a une question là. Merci pour la phrase. Bonjour, Jean-Marc Gouchetti de l'OVSM. J'ai deux questions. La première, c'est le nombre de conflits dans le monde et la violence ne cesse d'augmenter. Est-ce que selon vous, c'est passager ou ça va continuer? Ça, c'est un. Et deux, question un peu naïve, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez? Sur le 1, je vais répondre vite avec tout le temps que ça demanderait. Je vais répondre en deux endroits. Mon premier endroit, et je vais m'accrocher sur mes collègues anthropologues, c'est non, les humains ne sont pas agressifs par nature. Ce qui fait de nous des êtres humains à un moment donné, c'est la volonté d'équité, la volonté de justice et de partage. C'est ça le point de départ d'un point de vue paléoanthropologique. C'est ça qui va faire qu'on a réussi à résister sur Terre, en fait. Si nous étions des êtres agressifs par nature, vous verriez qu'un chat ne serait pas capable de vous mettre une raclée. Alors qu'un chat, s'il s'énerve, il va vous mettre une raclée. Vous n'avez pas d'ongles, vous n'avez pas de griffes, vous n'avez pas de carapace et vous avez des petits muscles et au bout de 3 minutes, c'est à peu près épuisé. 5 fois 5 minutes pour les meilleurs combattants dans une cage. C'est rien, 5 fois 5 minutes. Donc notre point de départ, il est à cet endroit-là. Par contre, le deuxième bout, c'est non, ça ne s'arrêtera pas. Bien sûr que non. Et l'objet de la paix économique, c'est pas d'atteindre un moment dans lequel tout sera en paix, c'est de reconnaître que le monde et la vie va continuer à avoir des hoquets, des soubresauts, etc. Et c'est bien là où quand les gens disent non mais cette culture de paix c'est utopiste, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus dur de faire face à la violence sans violence que de faire face à la violence avec violence. Je peux vous assurer. Je me suis préparé, et puis ça me permettra de terminer sur la question 1. La petite phrase que vous devez connaître, qui veut la paix prépare. Ok, je me suis préparé à la guerre pendant 7 ans en tant que pilote de chasse. À votre avis, au bout de 7 ans, j'étais bon à quoi? À la paix? Elle est débile cette phrase, hein?
Écoutez-là encore une fois, hein, qui veut la paix prépare la guerre, d'un point de vue éducation. Au bout de 7 ans pilote de chasse, j'étais un excellent pilote de chasse. Mais je n'étais pas prêt à la paix. Vous savez quoi? J'avais envie d'aller à la guerre. Je n'en suis pas très fier, mais j'en avais envie. Imaginez-vous que pendant 7 ans, vous vous formiez à quelque chose et qu'on vous dise « mais non, tu ne feras jamais ce pourquoi tu as été formé ». Ce n'est pas possible. Le seul moment où une nation, et c'est important, une nation a besoin de force pour pouvoir se protéger, parce que le monde n'arrêtera pas, parce que ça bougera en continu. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce que la culture globale d'une nation doit être qui veut la paix prépare la guerre? Non, ce qu'on dit nous, c'est pas de moi. Qui veut la paix prépare la paix. Si je veux un système en paix, et si je veux des gens, je reviens à cet endroit-là, hein, parce qu'il faut entendre, si je veux des gens aptes à faire face à la violence sans violence, je peux vous assurer qu'il faut une capacité de résistance et de confrontation qui est d'un sacré niveau. La preuve la plus simple, je vous la donne, et vous n'avez pas besoin de répondre. Souvenez-vous des millions de fois où vous êtes retrouvé face à quelqu'un avec qui vous n'étiez pas d'accord, et finalement vous n'aviez rien dit sur le thème « non mais il ne va pas comprendre, non mais il vaut mieux que je ne le dise pas, oh là là c'est trop dangereux ». Faire face dans la confrontation en restant calme et clair est extrêmement difficile. La culture de paix nécessite beaucoup plus de puissance que la culture de guerre. Détruire, ce n'est pas très dur. Une autre question là, merci beaucoup. Thank you, Dominique. First, I want to just ask the group that can I ask the question in English? Yep. Okay, thank you. I was I was really struck by the question you posed that if we can ask the generation, what do you want to become? Instead of that, how do you want to come and contribute? So that was quite striking for me, and thank you for that. I wanted to see your perspective on one of the other things which at least I have observed many a times is that when we come in together and take macro problems which are global in nature and intersectional in nature, how do we tackle the sense of otherness? Because there are so many attributes, right? Like gender, race, color, other physical attributes, and those just come in our way because we are so tuned to, or we have a tendency to pick things which we are familiar with, right? It's very human, but also it brings otherness, and which creates the gap and the difference and the trust issues. So how do we really, what's your perspective? I'm very keen to know that. Merci beaucoup pour ça. Encore une fois, c'est large comme question. Je vais la ramener, je vais prendre un seul pan, qui est la question de l'éducation. On est dans ce grand paradigme économico-politique que je vais qualifier plutôt d'occidental, où on a fini par croire qu'il était de partout. Il n'est pas partout. Un des projets qu'on a proposé à l'UNESCO pour devenir une chaire d'UNESCO s'appelle « Apprendre d'ailleurs ». Apprendre d'ailleurs, ça disait quoi? Ça disait un jeune homme qui, à partir de 15 ans, part un peu partout sur la planète, et où à chaque fois qu'il part sur la planète, il dit... mon mot, c'était « je me fais brasser ». Brasser, pour moi, c'était un très beau mot qui disait j'arrive à un endroit avec toutes mes représentations et ça n'a rien à voir. Et j'ai toujours trouvé ça fabuleux. Comment est-ce qu'on fait, y compris dans les crèches, avec ces gamins de 2-3 ans, pour que ce système reste ouvert et que je sois toujours brassé par mes propres représentations? Encore faut-il savoir que j'ai des représentations. D'où la question du paradigme de tout à l'heure. Mais le point d'entrée, il est vraiment pour moi cet endroit-là. Et dans ce projet Apprendre d'ailleurs, il y en avait un qu'on a commencé à mettre en place en interrégion en France. On devait le mettre en place avec l'Afrique. Ça ne s'est pas fait à cause du tremblement de terre au Maroc, qui était de dire, puisque le sous-titre, c'était « Apprendre de l'Afrique ». Alors c'était un peu opportuniste, puisque l'UNESCO a des objectifs vers l'Afrique. Mais le pourquoi apprendre de l'Afrique, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je vais vous donner un exemple facile. Il y a 1 an, j'ai fait une conférence devant le groupement international des entreprises de la francophonie. Donc il y avait des Africains, des Canadiens, des Vietnamiens et des Français. Et j'ai démarré ma conférence sur la paix économique en disant « c'est bien de travailler sur l'environnement, c'est bien de travailler sur le climat, mais attention, un monde plus chaud sera un monde plus violent ».
Je vous le dis, puisque je n'ai pas eu le temps tout à l'heure, ça me permet de le glisser aussi. C'est fondamental de travailler sur l'environnement, mais un monde plus chaud, c'est un monde plus violent. Donc, si on ne travaille que sur l'environnement, on va se retrouver aussi avec des conflits de gens qui ont des solutions techniques qui ne sont pas les mêmes. À la fin de cette conférence, les premières personnes qui ont réagi, c'était les Africains qui étaient présents. Ils m'ont dit, on est d'accord avec vous à 100%, mais ce n'est pas sera plus violent, c'est est plus violent, puisqu'on est déjà dedans, nous. Donc, la question sur cette dimension éducative, c'est comment, dans notre modèle éducatif, et je vais essayer de mettre une analogie, comment on distribue et comment on délaye ou on délègue une éducation qui dit attention, l'autre n'est pas quelque chose qui est en face de moi comme un mur où je vais commencer à comparer les briques. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, ce qui va prévaloir, ce n'est pas la différence qu'il y a entre ces deux murs, c'est l'espace qui vient de se créer entre les deux. Et là, on a une immense différence. Et cet espace, eh ben, il est présent dans des cultures comme l'Ubuntu en Afrique, il est présent dans des cultures comme le taoïsme en Chine, il est présent chez les Kogi en Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'il y a plein de lieux sur cette planète qui ont encore des capacités à nous, excusez-moi, pour le coup, je parle pour les Blancs, ou ceux qui vivent ici, à nous réapprendre qu'il y a d'autres façons d'observer le monde. En l'occurrence, si je parle d'un antre plutôt que d'un mur, de nous rendre compte que ce qui vaut, c'est le lien et pas les différences en termes d'intensité ou de hauteur. Et là, derrière, arrive la question de la frontière. En travaillant avec la ville de Dakar, était présente dans cette réunion une femme qui était au Haut-Commissariat des droits humains et qui, à un moment donné, dans la réunion, je ne sais plus pour quelle raison, commence à s'agacer contre les frontières. Et je lui expose que moi aussi, je suis très agacé contre les frontières. Pourquoi ? Parce qu'une frontière, c'est un tout petit trait que des gens ont construit. Peut-être que la meilleure démonstration de mon explication, c'est tous les pays qui ont été colonisés, à qui tout à coup on a dit « ça, c'était chez toi ». Puis ça, maintenant, c'est chez lui. Oui, mais moi, ma famille, elle est en partie là-bas. Mais ça, on s'en fout. Il y a un trait entre les deux. Et donc, cette femme s'est agacée en disant « Mais beaucoup de nos violences viennent à cause de ce trait. » Parce que dans la représentation occidentale de la vie, comme c'est la mesure qui compte, la mesure, c'est tant de kilomètres carrés et pas plus. Maintenant, si au lieu de regarder ce trait, et là, je pourrais parler de ma naissance à moi, qui suis un Français d'origine germanophone, mais bien un Français, en Moselle germanophone, ce qu'aucun Français ne connaît manifestement. Ce que mon papa me dit quand jeune garçon, je me fais traiter de boche et que c'est violent en termes de discrimination. Quand vous faites des traités de boche dans les années 60-70, je peux vous assurer, quand je dis 60-70, ça dure jusqu'en 90. La dernière fois, j'ai dû me faire traiter de boche en allant là-bas. Vous avez des réactions un peu vives, parce que je travaille sur la paix, mais j'ai fait d'autres métiers avant, donc j'ai des moments où je suis un peu vif. Et que mon père me dit, non, mais ça, c'est juste une histoire du petit trait. Mais le petit trait, on s'en fout, parce que des deux côtés de la frontière, il y a des gens bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce travail éducatif, comment est-ce que je fais pour montrer que dans la réalité, il n'y a qu'une planète, un peuple. C'est tout ce qu'il y a. Et ce peuple ne peut pas fonctionner autrement qu'ensemble. Ensuite, il y a des choix politiques, géopolitiques. Ensuite, il y a des raisons anthropologiques qui font qu'on sait qu'au-delà de 150, 200 personnes, on a du mal à gérer un groupe, donc on a créé des structures. C'est OK. Sauf que si ces structures, on les confond comme étant des systèmes de gestion et qu'on en fait des systèmes de dictature, alors ça dysfonctionne. Donc ma réponse plus directe à la question maintenant, c'est si seulement depuis tout petit, on pouvait garder cette idée du apprendre d'ailleurs et de continuellement se faire bouleverser. Me faire bouleverser parce que je suis un garçon et que c'est une fille qui a parlé, me faire bouleverser parce que je suis en situation de non-handicap et je suis face à quelqu'un en situation de handicap, me faire bouleverser parce que c'est une vieille personne et que j'en suis une jeune, mais en tout cas me rendre compte que tout ça, ce sont des antres, ce ne sont pas des oppositions. Un jeune garçon, il va dire « j'ai plus de gros muscles que toi », mais ça va rien faire. Trump va dire « j'ai plus d'argent que toi », mais ça va rien faire. Et un jour sur scène, quelqu'un m'a dit « vous savez que votre truc de paix, c'est un peu bisounours parce que moi, je peux vous tuer ». Ma réponse a été de dire « ben oui, soit. Et donc rien, parce qu'une fois que vous me retuez, ça fera une personne de moins qui peut travailler avec vous. » Et que c'est donc beaucoup plus dur de voir comment dans cet espace entre nous. Et vous entendez bien qu'à la première question sur le comment on fait, dans cet espace, bien évidemment qu'il va y avoir conflit, bien évidemment qu'il va y avoir frottement. Et donc cette éducation à la paix, ça sera d'abord une éducation à la confrontation, mais pas à la confrontation au sens de la guerre, à la confrontation au sens de, à l'intérieur de ce collectif, nous sommes bien des êtres indépendants et uniques qui ont des points de vue, qui vont devoir se frotter aux autres pour voir comment ils s'ajustent.
Je crois qu'il y a encore une question, sauf erreur, ce sera la dernière, puisqu'on empiète déjà sur la prochaine table ronde. Je vous en prie. Bonjour, merci. Rapidement, j'ai pas fait d'études d'anthropologie, mais j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ont une nature compétitive. Et ces personnes ont tendance à émerger au sommet des hiérarchies et à définir les règles du jeu pour tout le monde. Et donc, quand on revient vers le mot KPIs, est-ce que vous avez réfléchi à définir de nouveaux KPI sur comment mesurer le succès? C'est pas qui a plus, mais qui a assez, ou comment augmenter le nombre de personnes qui ont assez. C'est comme des chiens de course, ces personnes-là. On leur donne un lièvre et elles courent. Elles ne réfléchissent pas, elles courent. Donc, comment leur donner un nouveau lièvre derrière lequel courir qui contribue à la paix économique? En fait, la réponse est oui. C'est pas tant qu'il y a des personnes compétitives, c'est qu'on l'est tous un petit peu, plus ou moins si on est venu d'un monde compétitif ou pas. Et c'est pas une mauvaise chose. Je vais le prendre avec un mot plus rude. Hein. On a en nous une forme d'agressivité, et tant mieux. Si à un moment donné je dois courir très vite parce qu'un chien veut me mordre le mollet, j'ai intérêt à avoir en moi un truc qui dégage fort, qu'on appelle l'adrénaline, qui me fait bouger. Donc la question qui va apparaître derrière, c'est quel modèle éducatif je vais mettre en place. Et si le modèle éducatif, excusez-moi, je parlais de la France, pas de la Suisse, mais si le modèle éducatif, dès très tôt, il dit c'est 1 ou 20, ou 0 ou 20, si tu as 20, t'es bon, si tu as 1, c'est que tu es nul, bah, très vite, je vais comprendre qu'il faut que je rentre dans ce système de la carotte et du bâton. Et que si je veux être reconnu, puisque notre bagarre de vie, c'est être aimé, si je veux être aimé très tôt, en l'occurrence par ceux qui comptent le plus, c'est-à-dire papa, maman, ben très vite, ils vont me faire comprendre aussi que si j'ai 20, je suis manifestement plus aimable que si j'ai 0. Et ben là, le système est enclenché. Je vais donc tenter d'avoir 20, et puis je vais commencer à courir pour avoir 20, et puis ça se terminera parce qu'il faut absolument que ma voiture soit plus grosse que la vôtre. Donc on revient à cette question du modèle éducatif. Par contre, si on regarde qui nous sommes en tant qu'êtres humains, ben nous avons des aspects compétitifs, mais encore une fois, ils sont relativement faibles par rapport à notre capacité de collaboration. Notre capacité collaborative est beaucoup, beaucoup plus puissante et plus grande que notre capacité compétitive. Si vous avez du mal à me croire, comparez-vous avec n'importe quel animal. Hein. Vous verrez qu'ils ont des qualités, tous, bien plus grandes que les nôtres. Si ça, on le rentre dans le système pédagogique très tôt, en fait, c'est la fin de ma phrase de tout à l'heure que je n'avais pas terminée. Le court terme des entreprises, le moyen terme, les universités. Le long terme, c'est très clairement les enfants. Comment est-ce qu'on met en place un modèle culturel qui n'entend pas dans paix bisounours? Vous vous souvenez, ce gars qui veut me tuer? Quand il entend bisounours dans paix, en fait, ce qu'il entend, c'est un objet paix. Il entend un objet qui serait à pouvoir prendre, mais ça ne se prend pas la paix. Ça se construit entre nous, et entre nous, ça sera ça, ou ça sera ça, ou ça sera ça, mais ça va à chaque fois devoir se retravailler. Donc c'est quelque chose qui dit je ne vais pas saisir, je ne suis pas sur Terre pour posséder, je suis sur Terre pour contribuer. Donc paix, ce n'est pas quelque chose que je vais prendre, dont je finis par croire que c'est inatteignable, puisque les gens sont en guerre. Paix, c'est quelque chose que j'apporte, en disant bon, t'es pas d'accord, ok, tu m'as insulté, on va essayer de faire avec, ça fait un petit peu mal, mais comment on deal avec ça? Et là, on va pouvoir avancer. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour les questions, les réactions, et merci beaucoup pour cette discussion inspirante. Vous aurez au moyen de, bien évidemment, les discussions que l'on a, ainsi que les ressources citées et les vidéos explicatives sur le sujet pour des éventuels approfondissements. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup pour une discussion à la vitesse d'un avion de chasse, ce qui est extraordinaire. Et je vous propose une petite pause de 10 minutes et puis on se retrouve à 15h de nouveau dans l'auditorium. Merci.